Cela fait déjà quelque temps qu'une polémique est apparue sur les internets à propos de la posture à appliquer lors du port d'une charge lourde. Cette polémique oppose Gaïs Galaya, alias Geek and Fit, se présentant comme coach sportif, titulaire d'un diplôme officiel d'État BPJ EPS mention force, à Frédéric Delavier, auteur de livres sur la musculation. Alors c'est Geek and Fit qui, le premier, a jeté un pavé dans la mare en affirmant que l'arrondissement du rachis lombaire n'était pas un problème. L'objectif est de présenter non seulement l'état de la science sur l'arrondissement de la colonne lombaire, son influence sur les blessures, mais aussi, et peut-être surtout, répondre à toutes les objections qui s'élèvent quand on défend comme moi que l'arrondissement du rachis lombaire n'est pas un problème. Il ajoute que la médecine du travail s'est en partie trompée, que ce n'est pas la position qui serait à l'origine des blessures du dos, mais sa surutilisation et la fatigue. En fait, la médecine du travail, au vu de ce qu'on en sait actuellement, des preuves scientifiques qu'on a, c'est très probablement, au moins en partie, trompé, en attribuant à une position ce que la fatigue générale suffit à expliquer. D'ailleurs, on a ce super papier qui explique bien que quand on fait des stages de prévention de travail sur toute la posture, etc., eh bien, il y a autant de blessures que si on ne l'avait pas fait. Ça ne change rien. Et quand je dis ce super papier, ça veut dire qu'il y a 77 études qui sont compilées dedans. Elles montrent globalement que l'apprentissage des consignes de sécurité pour le port de charges lourdes est inefficace. Les blessures au dos viennent avant tout d'une surutilisation de ce dernier. Et puis à mon avis, ça arrange bien les patrons aussi, même si c'est pas nécessairement conscient, hein. Pas besoin de donner des jours de repos supplémentaires, ça n'est pas leur responsabilité de t'avoir surchargé. Non, 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 c'est juste que tu avais une mauvaise posture. De son côté, Frédéric Delavier remet en question les compétences de Geek and Fit sur l'anatomie et prend comme référence les services de santé au travail. La technique du blocage au squat ou au soulevé de terre pour ne pas se blesser le dos et générer des hernies au niveau lombaire. Et ce monsieur, sur sa chaîne, a dit que le fait de faire ce blocage n'apportait absolument rien et que c'était faux, le fait de cambrer et de ne pas arrondir le dos n'augmentait pas les risques de blessure. Évidemment, ce monsieur n'a jamais fait de compétition, ce monsieur ne connaît pas la médecine du travail qui, elle, indique bien à tous les travailleurs qui font de la manutention de ne jamais porter une charge en arrondissant le dos. Thomas Durand, animateur de la chaîne La Tronche en Biais, demande à Geek and Fit, lors d'une collaboration avec lui, pourquoi la médecine du travail dit qu'il ne faut pas avoir le dos rond. Alors dis-moi, j'ai qu'en fait, comment que ça se fait que la médecine du travail dit, depuis longtemps, qu'il ne faut pas avoir le dos rond? Enfin, Psychodélique, histrion de YouTube, dit que c'est Frédéric Delavier qui a raison car les services de santé, au niveau mondial, conseillent le dos droit lors d'un soulevé de charge et que tout salarié n'appliquant pas les consignes de sécurité risque très gros au niveau de son emploi, et pas seulement au niveau de sa santé. Pour moi, dans le sujet du dos droit, évidemment que c'est Delavier qui a raison, ce qui est logique. N'importe quelle médecine du travail, CHSCT, milieu professionnel à échelle mondiale, conseille le dos droit. Si tu ne respectes pas le dos droit en milieu professionnel, tu peux avoir des blâmes, des mises en situation de danger d'autrui. Si tu as les syndicats qui se ramènent et qui te voient te mettre en danger un de tes salariés, parce qu'ils disent « ouais, c'est bon, j'ai vu une étude sur Internet, on peut faire le dos rond », et que tu ne respectes pas les consignes de sécurité, tu risques très gros. Et c'est ce que j'ai dit à Geek and Fit. Tu risques très gros. Je m'en bats les steaks que le dos droit n'est pas plus dangereux que le dos rond. Je m'en bats les steaks que le dos rond soit plus dangereux ou moins dangereux que le dos droit. Moi, ce que je te dis, c'est la factualité professionnelle en milieu professionnel. Le dos rond, c'est une aberration et c'est interdit. Point. Et il n'a jamais voulu comprendre. Alors, qui a raison? Je vous explique. Vous avez une minute? Nous allons tout d'abord valider les diverses affirmations soutenues dans les vidéos que nous venons de voir, à savoir, est-ce que la médecine du travail, comme l'affirme Frédéric Delavier Psychodélique, conseille la posture du dos droit?
Est-ce que tout salarié qui ne respecte pas les consignes de sécurité peut recevoir des blâmes en cas de mise en danger d'autrui? Est-ce qu'un employeur risque gros si les syndicats s'aperçoivent d'une mise en danger d'autrui par l'employeur? Alors plus tard, nous verrons ce qu'il en est lorsqu'un salarié se blesse lors d'un soulevé avec une posture de dos rond. Alors que dit la loi sur la posture du dos dans le monde professionnel? Alors en ce qui concerne le travail, la loi est compilée dans le Code du travail. Et celui-ci reste muet sur les postures adoptées. Il y a juste un article du Code du travail qui oblige l'employeur à prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela reste vague. La loi indique le résultat à atteindre, sans interférer sur la méthode à suivre, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur. Ce dernier peut soit organiser lui-même les services de santé au travail, ce qui est le cas pour les très grosses entreprises, soit déléguer cette mission à un service de santé et de prévention du travail. Alors, les services de santé et de prévention au travail conseillent les employeurs afin d'améliorer les conditions de travail et diminuer les risques professionnels. Ils sont donc amenés à donner directement leurs conseils sur une posture de port de charge. Ils peuvent aussi remettre à l'employeur des informations ou des liens Internet traitant du sujet, notamment l'INRS. Mais tout ceci n'est pas la loi à proprement parler. Les conventions collectives se sont aussi emparées de cette matière, à l'image du BTP, qui dispose d'une structure dédiée, l'OPBTP, avec son site internet, et même un site dédié aux TMS, les troubles musculo-squelettiques. Même le syndicat patronal du secteur s'y met avec une chaîne YouTube dédiée à la prévention. Au moment de la découpe, il adopte une bonne posture de travail et oriente son corps de telle sorte qu'aucun obstacle ne se trouve dans le prolongement du plan de coupe du disque. L'opérateur suit le tracé effectué sur la bordure en commençant par la face vue de la bordure, en veillant à rester droit du début à la fin de l'opération. Si l'opérateur a besoin de se baisser pour la découpe, il fléchit les genoux en gardant le dos bien droit. Mais c'est surtout l'INRS qui est le principal vecteur d'information sur la santé au travail et qui influe sur tous les services de prévention de santé au travail. L'INRS est une structure nationale. Au niveau mondial, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, n'a produit que 2 documents pouvant être classés dans la catégorie des vœux pieux. Le premier document est la convention numéro 127 sur le poids maximum. Son contenu est tellement vague et succinct qu'il en est presque translucide. Il est suivi par un document à peine plus complet, qui n'est qu'une simple recommandation. Ces 2 documents n'indiquent pas la posture à respecter, ce sont les États qui mettent en pratique la directive et éventuellement la recommandation de l'OIT. En France, c'est l'INRS qui se charge de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et plus précisément d'identifier les risques professionnels, d'analyser leurs conséquences sur la santé des personnes et de concevoir et promouvoir des solutions de prévention. Et l'INRS est un organisme vraiment transparent. Tous les documents dont elle se sert pour la prévention sont accessibles depuis son site internet. En effectuant une recherche par mots-clés, par exemple le mot « posture », on obtient un nombre phénoménal de documents contenant ce mot. Il suffit ensuite de choisir chaque document en fonction de son titre sur le sujet qui nous intéresse. Faites l'expérience vous-même, vous aussi, vous aurez accès aux mêmes documents que moi. Alors 7 documents nous seront utiles. Une thèse datant de 1995, une étude sur les TMS dans le secteur du bâtiment datant de 2018, une étude sur les hernies discales datant de 1999, une recension des remontées des médecins du travail datant de 2001, un aide-mémoire de l'INRS en date de 2016, une étude réalisée conjointement par l'assurance maladie et l'INRS en date de 2019, un mémo de 4 pages réalisé aussi par l'assurance maladie et l'INRS en date de 2018. Commençons par la thèse. Celle-ci date de 1995 et s'appuie entre autres sur des sources anciennes pouvant remonter à 1966. Elle est encore accessible, ce qui laisse à penser que l'INRS ne la considère pas comme obsolète. Pourtant, nombre d'études ont été menées depuis, avec sans doute plus de sources du fait de l'utilisation du big data. Ce qu'on apprend avec certitude dans cette thèse, c'est la détérioration des lombaires avec l'âge. On s'en serait douté. La thèse soulève l'importance de la musculature dans les problèmes lombaires. Les études qui sont menées sur les problèmes lombaires sont surtout liées à la sphère professionnelle,
la part du sport et la part domestique étant accessoires. En dehors de ces maigres informations, la thèse recense plusieurs hypothèses comme la prise de tabac ou l'activité sportive. Mais les causes de problèmes pouvant venir d'un grand nombre de sources, seule une étude disposant d'une cohorte suffisante pourrait réduire le nombre des hypothèses. Cette thèse concluait donc qu'il était impossible de déterminer avec certitude l'origine principale des troubles lombaires. Le document nommé « Évaluation de la prévalence des plaintes » est un résumé d'une étude portant sur des ouvriers du bâtiment dans le département du Rhône. On peut retirer de cette étude qui date de 2015 que les troubles viennent surtout de la manipulation d'objets vibrants, et même pendant une très courte période d'utilisation, et que les risques augmentent avec l'âge, comme vu précédemment avec la thèse. Le document Hernie discale, lombaire et travail, étude de 201 observations de pathologie lombaire, tout comme la thèse, indique que la pratique du sport apparaît limitée dans l'apparition des pathologies lombaires. Leur apparition échouerait surtout aux ouvriers non qualifiés ayant commencé à travailler très jeunes. Les contraintes posturales et articulaires du travail est le résumé d'une enquête réalisée en 2003. Il analyse les contraintes posturales et articulaires au travail. Cet article met surtout en lumière la durée d'exposition comme facteur de risque, quelle que soit la position ou le mouvement. Le document Méthode d'analyse de la charge physique de travail a pour but d'aider les différents acteurs de la prévention des risques en entreprise à repérer les risques et à leur substituer des pratiques qui ne posent pas de problème ou moins. Chaque mouvement, chaque opération doit être notée du moins risqué ou plus risqué, notamment en matière de charge à soulever. L'INRS considère que la posture, avec le dos penché en avant, est une contrainte supplémentaire. Enfin, le dernier document édité conjointement par l'assurance maladie et l'INRS est un mini-guide intitulé « Prévenir le mal de dos dans le secteur du bâtiment », dans lequel on apprend qu'un accident du travail sur 5 concerne une lombalgie occasionnée dans 42% des cas par le port d'une charge trop lourde. Et la prévention se limite surtout à proscrire les charges de plus de 25 kg. On pourrait parier qu'une telle structure aussi sérieuse serait à la pointe de la connaissance sur ce qui traite des pathologies lombaires. Est-ce pour cause de manque de sérieux que l'INRS ne traite pas des études effectuées par Peter O'Sullivan, professeur de physiothérapie musculo-squelettique à l'université Curtin en Australie? En tout cas, son nom n'apparaît pas en effectuant une recherche sur le site de l'INRS. Pour répondre à la question posée suite à l'affirmation de Psychodélique, oui, la médecine du travail, au moins à l'échelle de la France, conseille le dos droit, mais elle se base sur des sources datant d'il y a plusieurs années, voire plusieurs décennies, et semble ignorer la littérature la plus récente. Ensuite, Psychodélique dit que si un salarié ne respecte pas la consigne du dos droit en milieu professionnel, il risque de recevoir des blâmes. Est-ce vraiment le cas? Tu vois, qu'est-ce qu'un blâme? C'est une sanction disciplinaire. Elle n'existe pas dans le Code du travail, mais elle peut exister dans l'échelle des sanctions d'une entreprise ou dans la convention collective applicable. Il incombe au salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. De ce fait, il engage sa responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui en cas de manquement. Donc plus qu'un blâme, le salarié risque un licenciement, éventuellement, le cas échéant, pour faute grave. Même le fait de fumer peut conduire au licenciement car cela nuit à la santé des autres travailleurs. Psychodélique poursuit en indiquant que cela peut créer une situation de mise en danger d'autrui, pourquoi pas. Si tel est le cas, le problème vient certes du salarié, mais aussi des conditions d'exécution du travail qui doivent être repensées pour éviter les risques. Enfin, contrairement à ce qu'affirme Psychodélique, même si un délégué syndical voit un salarié effectuer un soulevé de charge avec le dos rond, le salarié ne risque rien vis-à-vis du délégué syndical. Déjà parce que le délégué syndical n'a aucune prérogative dans l'entreprise. La seule chose que le délégué syndical pourra faire sera de contacter les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, si elle existe, contacter aussi la hiérarchie, voire aussi les services de santé au travail, et c'est tout. Maintenant, s'il se blesse, la Cour de cassation a déjà jugé que le comportement d'un travailleur qui a eu un accident du travail, parce qu'il n'a pas respecté les consignes de sécurité, n'affecte pas le principe de responsabilité de l'employeur. Traduction, même en cas de faute, l'employeur reste responsable. Et donc, c'est l'assurance maladie qui prend en charge. Et en cas d'accident du travail, le taux de cotisation augmente proportionnellement au nombre d'accidents. En cas d'accident du travail, l'employeur est tenu de le déclarer à la CPAM, c'est-à-dire la Caisse primaire d'assurance maladie, dans les 48 heures. L'absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d'une amende.
Prenons l'hypothèse d'un salarié qui refuse la consigne patronale du dos droit et soulève une charge le dos rond. L'employeur s'en apercevant et constatant que ce n'est pas la première fois, il sanctionne le salarié en le licenciant. Le salarié conteste son licenciement en disant que la consigne repose sur des connaissances obsolètes et que la littérature anatomique a fait d'énormes progrès depuis quelques années. L'employeur rétorquera que l'INRS préconise le dos droit et que la médecine du travail également. Les conseillers prud'hommes sont-ils tenus de suivre les préconisations de l'INRS ou celles de la médecine du travail? Eh ben non. Les juges peuvent écarter ces éléments ou pas. Mais en cas de doute, ils pourront donner raison au salarié qui montrera des études récentes écartant le dos rond comme source de blessure. Et pourquoi? Eh bien parce que l'article L 1333-1 du Code du travail dispose que, en cas de litige, le conseil de prud'homme apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'homme les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ces allégations, le conseil de prud'homme forme sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Donc si jamais un salarié se trouve dans ce cas et qu'il gagne devant la juridiction du travail, alors les employeurs se retourneront contre les services de santé au travail pour qu'ils actualisent leur savoir ainsi que leurs préconisations. Ça s'appelle un linteau. Tu regarderas sur Google ce que c'est. Celui-là, à vue de nez, avec les restants de béton que tu vois là, il va nous chercher dans les 130 kilos. Dans ces eaux-là, 130 kilos, je dirais. Est-ce que je vais réussir à le soulever avec la technique du dos rond sans me péter le dos? On va voir, hein. J'ai les jambes bien pliées. Et je sais que c'est pas top pour l'exercice, mais je te rappelle, je suis pas culturiste, je suis juste maçon. Et ça fait juste 30 ans que je fais la technique du dos rond sans m'en rendre compte. Tu le saisis et tu le lèves avec la technique du dos rond. Je suis pas content de moi, parce que je l'ai pas soulevé. Habituellement, je m'en fous, hein. Je soulève d'un côté, j'en dresse de l'autre. Mais je me rends compte qu'ici, si je fais ça, tu vas te foutre de ma gueule et me dire ouais, il a pas réussi, Alors on va le faire convenablement. Pareil. Donc, vas-y. Et on lève avec la technique du dos rond. Est-ce qu'on peut se faire licencier pour avoir porté une jupe quand on est un homme? Et la boiserie est-il un bon employeur? Alors, quelle vidéo vas-tu regarder?